Alors quand on veut expliquer la vie, on commence... J'avais un de mes petits-fils qui me disait « Comment ça se fait, comment on devient vivant ?» Alors je lui disais « Ben voilà », je disais ce que prennent les positivistes. Vous savez, le positivisme, tu as un morceau de carbone, c'est-à-dire le carbone, c'est du charbon, une petite parcelle de charbon. Puis il y a des milliards d'années, il y a très longtemps, cette petite parcelle de charbon s'est ennuyée et elle a jugé bon de s'agglomérer avec une autre parcelle de charbon. Puis ça a fait des atomes, puis des molécules, et puis il s'ennuyait tout le temps. Puis au gré des circonstances, tout ça, bah, le charbon, comme il ramasse tout le charbon, il a ramassé de l'hydrogène d'un côté, mais il a laissé de l'oxygène. Mais il l'a ramassé aussi, dans d'autres conditions de pression et de température. Donc il a fait du CO2, puis du CH4. Et le CO2 a fini par s'ennuyer lui-même. Alors, bah, il s'est accoquiné avec de l'oxygène, avec du fer, puis d'autres éléments, et ainsi de suite. Et finalement, n'est-ce pas, toujours par hasard et nécessité, comme disait Monod, le hasard d'un contact, alors, de cette petite particule de charbon, n'est-ce pas, a fini par faire un type comme toi. Papa, tu te fous de moi? Ben, je dis, mais si. Mais si. C'est comme ça qu'on explique que la vie est venue. Parce que, bon, mais tu pourrais l'expliquer un petit peu différemment. Ça existe aussi. Tu vois, par exemple, cette voiture. Il y a un morceau de fer, un atome de fer qui s'ennuyait. Il s'est aggloméré avec un autre morceau de fer, puis avec de l'oxygène, il a fait de l'oxygène de fer et ainsi de suite. Et finalement, la voiture que tu vois là, eh bien, l'ancêtre, c'est un petit morceau de fer qui a fini par hasard. Mais il dit, mais je reviens à la biologie, il me dit, mais c'est très rare de voir. Je dis, mais non, des petits trucs de charbon, il y en a dans 1 milligramme, il y en a des milliards d'atomes. Il dit, mais sur les milliards d'atomes, il n'y a pas de hasard, il y en a bien. Ben, je dis non, la génération spontanée n'existe pas. On ne la connaît pas. Si on la connaissait, il y aurait plusieurs filières de vie. Alors il me prend pour un... Mon petit-fils me prend pour un drôle. Il n'arrive pas à comprendre ça. Enfin... Il faut bien différencier. L'intelligence cellulaire, c'est elle qui organise la vie, les systèmes vitaux, qui sont d'une complexité, une corrélation inouïe. Rien de voir un œil, une oreille interne, n'importe quoi, il faut qu'il y ait une intelligence prévisionnelle, ne serait-ce que pour les ailes des oiseaux. Ça ne peut pas être un hasard, parce qu'il faut qu'il y ait une prévision de pouvoir être utilisé, parce que si ça ne sert à rien, ça ne s'inscrit pas génétiquement. Donc il ne peut pas y avoir une ébauche qui ne sert à rien, avec l'idée que
arriver au terme de l'évolution de cette ébauche, ça servira à quelque chose comme de voler, par exemple. Il faut que l'aile soit complète, et suffisamment légère, suffisamment musclée dans un sens, et ainsi, avec un rythme de battement, et ainsi de suite. Tout ça, il faut que ce soit prévu. On ne peut pas avoir un petit bourgeon qui commence, qui dure 4, 5, 6 générations, puis 10, et ainsi de suite, et qui s'améliore du jour. Cette intelligence cellulaire est prévisionnelle. Et on voit maintenant se développer dans l'athéisme la nécessité d'un dessin intelligent. C'est ce que disent les athées, certains athées, que dans l'univers, il est nécessaire qu'il y ait un dessin intelligent. Moi, je ne vois pas la différence entre le dessin intelligent, entre la déesse raison, entre ceci et cela. Dès lors qu'il y a, n'est-ce pas, une entité, n'est-ce pas, qui est infiniment intelligente et infiniment potentielle, qui dispose, eh bien qu'on l'appelle Dieu, qu'on l'appelle Jéhovah, et ainsi de suite. Le terme n'a vraiment pas beaucoup d'impression et c'est pas de différence. Autrement dit, ces gens qui ont l'air de s'opposer, n'est-ce pas, disent la même chose, mais avec des synonymes.